Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à la QDC et à vous tous, les membres, d'être là. C'est toujours très, très intéressant pour moi. J'adore faire des conférences, de rencontrer les gens, de parler de la douleur, de parler de ce que l'on peut faire quand on souffre de douleur, ce que l'on peut faire soi-même. Et c'est vraiment l'objectif, entre autres, de la rencontre d'aujourd'hui. Comment on peut arriver à cultiver un bon moral malgré la douleur. Probablement que la plupart d'entre vous avez déjà vos façons de cultiver un bon moral. Peut-être que je pourrais ajouter à ce que vous faites déjà. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Alors, ce dont on va parler principalement, c'est de l'impact de la douleur sur le quotidien et bien sûr sur les émotions, qui est vraiment le cœur de de la conférence aujourd'hui, et comment on peut relever le défi des émotions. Pas seulement que le défi de vivre avec une douleur qui nous afflige à tous les jours, mais avec les conséquences de cette douleur-là à tous les niveaux. Alors, comment on fait pour gérer tout ça? On va regarder donc le défi des émotions par la pensée. Alors, par notre attitude, notre façon de voir les choses, et aussi une toute petite portion à quelque chose qui est un dada pour moi, c'est-à-dire la relaxation. Alors, pour plusieurs personnes, c'est un élément qu'ils ont réussi à intégrer dans leur quotidien et qui leur sert beaucoup. Alors, on va terminer la conférence d'aujourd'hui avec ce sujet-là. Tout d'abord, quand la douleur s'installe, plusieurs conséquences surviennent. La première des conséquences, puis bon, vous la vivez tous probablement, c'est la diminution de vos capacités au niveau physique. On fait plus les choses de la même façon qu'avant. Parfois, on fait plus du tout les mêmes choses qu'avant. Alors, au niveau du quotidien, tout devient différent. Peut-être pas tout, mais beaucoup de choses deviennent différentes. Et c'est une des premières conséquences de cette douleur-là. C'est sur ce que l'on faisait qu'on arrive à faire ou à plus ou moins faire ou à ne plus faire du tout. Alors, on a à faire un changement dans nos activités. J'ai rencontré des chasseurs, des pêcheurs qui n'ont plus la capacité physique d'aller s'asseoir dans une chaloupe au clapotis de l'eau parce que ça, c'est extrêmement demandant. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller à la chasse non plus, marcher dans la forêt ne leur est plus possible ou dans les mêmes conditions. Le travail, pour les gens qui sont encore sur le marché du travail, le travail est une sphère qui est grandement affectée quand la douleur s'installe. On n'a plus la même concentration qu'on avait, la même capacité à être attentif à la tâche, que ce soit à cause de la douleur elle-même, que ce soit à cause de certains médicaments qui parfois peuvent avoir comme conséquence de réduire notre capacité à être concentré, que ce soit à cause de certaines émotions qui viennent nous jouer des tours. Parfois, notre environnement physique de travail fait en sorte que ça devient tout un défi de rester au travail ou de rester dans des conditions similaires de celles que l'on avait avant que la douleur s'installe. Alors, toutes ces fonctions physiques, ces capacités physiques qui sont différentes ont ces impacts. On ne peut plus souvent faire les choses avec la même durée que ce que l'on faisait avant. Il y a des gens qui me disent, avant, je pouvais jardiner pendant une journée entière. Aujourd'hui, c'est 1 heure. Et dans mon heure, j'ai dû me repositionner plusieurs fois, j'ai dû prendre des pauses, j'ai dû avoir des aides. Alors, il y en a qui ont les petits bancs ou les bancs sur roulettes qui peuvent traîner un peu partout. Il y en a qui ont des outils différents qui leur permettent, entre autres pour ceux qui ont mal au dos, de moins forcer par le dos. Mais bien sûr que travailler 1 heure dans ce qui peut être pour certaines personnes une passion, plutôt qu'une journée, ça a des conséquences importantes sur les émotions. On va y venir dans un instant. Donc, non seulement le type d'activité que l'on faisait, mais la durée de ces activités-là et l'intensité. Il y a peut-être des joueurs de golf ici, des sportifs, des kayakistes, peu importe. L'intensité que l'on met, l'énergie que l'on va mettre à faire une activité, ça aussi, c'est grandement affecté. La gestion des énergies fait partie d'un des éléments qu'on travaille, mais on n'a plus la même énergie qui est disponible. On n'emmagasine plus autant d'énergie
et il semble qu'il y a beaucoup d'énergie qui sortent pour celles qui puissent entrer. Alors ça fait en sorte que on ne s'investit plus de la même façon physiquement uniquement, là. Parlons que de ça pour l'instant. On ne s'investit donc plus de la même façon dans les activités. Et ça, c'est un des éléments très marquants chez les gens. Ce que je faisais avant, je ne le fais plus comme avant ou je ne le fais plus du tout. L'alimentation est grandement impactée aussi. On ne mange plus souvent les mêmes choses que l'on mangeait avant. Passer 30 minutes, 60 minutes à couper des légumes, à organiser sur le comptoir, à cuisiner, on n'a plus cette énergie-là bien souvent. Physiquement, on n'a plus la tolérance physique pour passer autant de temps à cuisiner. Il y en a qui vont s'asseoir pour le faire, mais encore là, c'est pas souvent dans des positions ou dans des postures qui sont idéales. Alors, on ne prend plus le même temps pour cuisiner. On achète parfois des aliments qui sont plus faciles à préparer ou même nous-mêmes, dans notre garde-manger, on a des aliments qui sont plus faciles à manger. L'alimentation est donc un autre élément extrêmement important. Si on a dû cesser le travail, parce que plusieurs personnes doivent modifier leur travail, que ce soit de l'arrêter complètement, certains sont en arrêt de travail pour invalidité, d'autres pour courte ou plus longue période. On n'a donc pas les mêmes revenus qu'on avait avant. Et si on n'a pas les mêmes revenus, on n'a peut-être pas non plus la même capacité à s'alimenter avec les mêmes aliments que ceux qu'on utilisait avant. Et on sait bien que l'alimentation, c'est ce qui nous permet de fonctionner, c'est ce qui nous permet d'avancer. Alors, si on n'a pas la même alimentation ou si elle est moins bonne, il se peut fort bien que notre niveau d'énergie ne soit pas le même, uniquement à cause de l'alimentation. Plusieurs détériorations s'observent aussi au niveau social, au niveau familial, au niveau du couple. Alors, d'abord, au niveau du couple, quand on a mal, quand on n'est pas bien physiquement, il peut arriver qu'on soit pas bien physiquement avec l'autre personne avec qui on vit, que ça fasse 1 an, que ça fasse 25 ans. Ce mal-être-là physique fait en sorte que cette relation de couple, que ce soit dans l'intimité sensuelle, sexuelle ou même dans l'intimité plus sociale, cette relation-là de couple, elle change énormément. La personne qui a mal, très souvent, ne veut plus être touchée ou parfois ne veut pas être touchée du tout ou pas de la même façon qu'avant. Alors, pour certaines personnes, de se faire flatter le bras devient atroce, devient quelque chose d'intolérable. Alors, on peut comprendre que pour l'autre personne, le conjoint, la conjointe, le partenaire, qui n'arrive plus à comprendre bien souvent la personne en douleur parce que ce qu'il ou elle faisait avant ne peut plus le faire ou les signaux qui lui sont envoyés sont que là, finalement, ça, c'est plus du tout agréable. Alors, c'est un impact important au niveau du couple. La personne dans le couple qui n'a pas de douleur, souvent prend les bouchées doubles, doit en faire un peu plus. Il y a beaucoup de choses du quotidien qu'on a à faire. Quand on a de la douleur, on a des restrictions sur ces choses du quotidien-là. Alors souvent, c'est l'autre qui doit prendre la relève. Parfois, l'autre aussi est épuisé. L'autre aussi peut aussi avoir des problèmes de douleur et d'autres types de problèmes au niveau de la santé. Alors, ça peut créer des frictions, des moments de distance. Il y a des couples que j'ai vus qui, lorsque une des deux personnes a de la douleur, va se rapprocher, va se souder. Il y a d'autres couples qui s'éloignent de plus en plus. Il y a même des couples qui se brisent à cause de la douleur. Alors avant, évidemment, de se rendre jusque-là, il y a des choses qui sont possibles de faire et ça passe par la communication. Alors, on n'en parlera pas ou peut-être brièvement aujourd'hui. Ça peut faire partie d'un sujet entier d'une autre conférence. Comment apprendre ou réapprendre ou modifier sa façon de communiquer avec les autres et avec le partenaire ou la partenaire, entre autres. Donc, au niveau du couple, et j'ai brièvement abordé sur l'intimité sexuelle et sensuelle, mais là aussi, c'est pas évident. Quand on prend des médicaments qui altèrent nos fonctions sexuelles, quand on a une douleur, comme je le disais tout à l'heure, qui fait que physiquement, on a un mal-être, ça nous intéresse peut-être un peu moins d'avoir ce type de rapprochement-là. Et des frustrations peuvent aussi découler de ça, sur les deux côtés.
Détérioration au niveau familial. Très souvent, la famille, les enfants, les parents, les frères, les sœurs de la personne en douleur veulent aider, mais ne savent pas quoi faire. Et ce sentiment d'impuissance qu'on voit très, très souvent chez l'entourage, là, très, très près de la personne en douleur, est quelque chose qui fait souffrir autant la personne en douleur que cet entourage-là. Il y a des parents qui m'ont dit, moi, j'arrive plus à me lancer le ballon de foot avec mon enfant. C'est ce que je rêvais de faire, des pères, des mères qui souhaitaient les accompagner dans les sports, le hockey, le baseball, le soccer, et qui ont tout le mal à aller s'asseoir dans les estrades ou à rester sur le côté du terrain pour les regarder jouer. C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux émotionnellement pour les gens. Alors, et ça a un impact. Les enfants réagissent, même si les enfants comprennent très bien quand on leur explique ce qui se passe. Ça reste des enfants qui ont certains besoins et c'est pas toujours évident pour eux de comprendre selon l'âge qu'ils ont. Même chose pour des parents qui voient leur enfant souffrir, que l'enfant ait 15 ans, 20 ans, 45 ans ou 60 ans. Il y a des parents qui sont là et qui se disent « Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? » Et des enfants qui ont de la douleur, qui veulent pas trop en parler aux parents parce qu'ils veulent pas les inquiéter. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences au niveau de la cellule familiale comme telle. Et au niveau social, les défis sont tout aussi grands et les dommages parfois sont aussi tout aussi grands. Quand on a mal et que l'on s'isole pour différentes raisons que l'on va voir tout à l'heure, il peut arriver qu'on ait moins d'intérêt à être en lien. On appelle les amis de moins en moins souvent et eux aussi nous appellent de moins en moins souvent parce que on a peut-être eu à annuler quelques rencontres, parfois à la dernière minute. Et à un moment donné, les gens se disent, peut-être que je l'inviterai tout simplement plus puisque de toute façon, il ou elle ne vient plus. Et cet isolement social-là fait en sorte qu'il y a des gens qui ont très peu de contacts sociaux. Et entre autres, une association comme la QDC a cet élément qui est extrêmement important, cet élément réunificateur, ce qui permet dans les rencontres comme aujourd'hui et dans toutes les autres activités que la QDC initie ou participe, ça permet aux gens de se rencontrer. Ça permet d'avoir ce contact humain qui est important pour chacun d'entre nous. Et pour plusieurs, ce contact humain-là est moins présent quand la douleur s'installe et parfois quand la dépression s'installe aussi. On va y venir dans un instant. Alors, il y a de nombreux bouleversements, sans oublier celui-ci, qui est le bouleversement sur le sommeil, qui est probablement un des premiers qui apparaît si on a à faire une liste chronologique, un des premiers domaines de notre vie qui est bouleversé, qui est chamboulé quand la douleur s'installe, c'est le sommeil. On n'a plus de bonne position pour dormir, on n'arrive plus à trouver ou ça nous prend beaucoup de temps avant de trouver une position qui soit plus confortable. Alors souvent, la période d'endormissement est beaucoup plus longue, on tourne d'un bord et de l'autre, sans compter les fameuses inquiétudes ou ces pensées qui tournent dans notre tête, qui s'installent, qui font en sorte que cette période d'endormissement-là est encore plus longue. Le maintien du sommeil, on est fréquemment réveillé à cause de la douleur, à cause du fait qu'on était ou qu'on a dormi une partie de notre nuit dans une position qui nous était pas confortable et qui a peut-être augmenté notre niveau de douleur. Donc, les réveils sont fréquents. Et souvent aussi, on a des réveils précoces, c'est-à-dire qu'on va se réveiller beaucoup plus tôt qu'à l'habitude. Alors, il n'est pas rare qu'il y a des gens qui me disent, moi, à 4 heures du matin, là, je suis réveillée. Je me lève pas parce que je veux pas réveiller mon conjoint, ma conjointe ou les enfants ou les locataires d'en bas ou les gens autour, mais je suis réveillée à 4 heures. Et il y en a qui se lèvent et qui commencent leur journée à 4 heures. C'est tôt. C'est tôt quand on a à avoir une journée comme toutes les autres. Journée et toutes les autres personnes et que le soir, notre période d'endormissement est longue, ça fait en sorte qu'on a des nuits qui sont très courtes. Alors, l'insomnie est un problème très, très fréquent chez les gens en douleur. L'insomnie accompagnée d'un sommeil qui est pas réparateur. Quand on va se coucher le soir, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher de l'énergie. On veut remettre notre batterie. On veut que la charge de notre batterie soit à 100%.
Ce qui est souvent pas le cas chez les gens en douleur. Ils vont se réveiller le matin puis la batterie s'est peut-être chargée jusqu'à 50-55%. La charge ne s'est pas faite correctement et très souvent aussi la qualité de notre sommeil est pas la même. Il y a encore quelqu'un qui me disait récemment que cette personne n'entre pas dans certaines phases de son sommeil, ce qui fait en sorte que les cycles sont débalancés. Il y a des gens qui vivent la nuit et qui dorment le jour pour plusieurs raisons. Des raisons de jugement social parfois, de regard, parfois parce qu'ils sont dans des états dépressifs. D'autres fois, pour aucune de ces raisons-là, parce que le cycle du sommeil a juste été chamboulé et puis on repousse de plus en plus l'heure de sommeil et l'heure du lever se fait, elle, de plus en plus tard. Il est pas rare que j'entends des gens qui me disent « Moi, je me lève à midi, à 1h ». Mais quand on se lève à midi à 1h, on a perdu beaucoup de lumière naturelle qui est extrêmement importante. Et on capte la lumière avec nos yeux, c'est important pour notre humeur, pour notre morale. Alors on vient déjà là d'avoir éliminé une partie de cette lumière-là pour notre mieux-être. Donc, la douleur a cet impact sur le sommeil qui est extrêmement important. Quand on dort pas bien, quand on dort pas assez longtemps pour nos besoins, qu'est-ce qui arrive? On est fatigué physiquement, on est fatigué moralement. Et quand on a ces deux types de fatigue-là, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, la douleur est plus intense à cause de ça. Alors, tous les traitements, tous les plans de traitement en douleur doivent absolument considérer cet élément-là de sommeil. Et pour les personnes qui ont de la douleur, ça devrait être un élément à mettre en tête de liste de priorité pour obtenir les soins nécessaires, que ce soit des médicaments, que ce soit d'autres types de soins. Et les émotions maintenant, ces fameuses émotions. Le schéma que vous voyez est une courbe en fait inspirée de quelqu'un qui avait dessiné une courbe similaire pour un autre problème, mais c'est une courbe qui représente souvent cette descente que les gens vont vivre quand la douleur s'installe. Un des premiers éléments que les gens racontent au départ, c'est l'incompréhension. Quand la douleur s'installe, on a eu une chirurgie, le chirurgien nous a dit, d'ici 3 à 6 mois, vous allez voir, les choses vont s'améliorer, il n'y aura plus de douleur. Sonne le 6 mois, on a notre follow-up, notre rendez-vous de suivi avec le médecin. Docteur, ça fait encore mal. Vous allez voir, dans 6 mois, votre corps va prendre son temps et nous, on les compte les journées. Hein. Quand ça fait mal, là, c'est écrit sur le calendrier. Et quand arrive l'autre rendez-vous avec le médecin et qu'on retourne et on dit « ça fait encore mal ». Et là, souvent, on a un regard de « ben, je sais plus qu'est-ce qui fait que vous avez encore mal ». Et de notre côté, c'est ce même regard-là aussi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à mon corps? Et ce sentiment d'incompréhension-là peut durer très longtemps, des années, peut durer quelques mois, peut durer quelques semaines. Une autre émotion que les gens, ou sentiment que les gens vont vivre, c'est de la colère. Quand la douleur qu'on a origine d'un accident, par exemple de la route, des gens qui me disent, moi, ma lumière était verte. Pour l'autre personne, sa lumière était rouge. Et aujourd'hui, c'est moi qui vis avec cette douleur-là parce que moi, j'ai roulé sur ma verte, mais l'autre a roulé sur sa rouge. On peut comprendre l'élément de colère qui s'installe très rapidement. Et on va le voir tout à l'heure, mais la colère, c'est tout à fait sain. C'est une émotion, et toutes les émotions sont saines en fait. Toutes les émotions, ce que l'on dit là, sont légitimes, sont parfois nécessaires, c'est tout à fait compréhensible de les avoir. Mais le problème vient quand la douleur persiste. Et il y a des gens qui ont de la douleur et qui sont à peu près constamment sous l'emprise de la colère. Des travailleurs qui se sont fait coincer dans une situation où peut-être qu'il y a eu une négligence d'un collègue. Et colère par rapport à soi-même. J'aurais dû savoir que si je faisais ça, il pouvait m'arriver ça. J'entends ça très, très souvent aussi. Colère et sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça m'arrive? Comment ça se fait?
Il me semble que j'ai fait du bien dans ma vie. Il me semble que je suis une bonne personne puis que j'ai fait de bonnes actions. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, à 82 ans, par exemple, alors que j'ai fait un bon bout de chemin dans ma vie puis que je suis à la retraite et que j'aimerais ça avoir quelques années plus tranquilles, comment ça se fait que j'ai à me battre avec cette douleur-là et que ça m'affecte autant? Alors, ce sentiment d'injustice, de perception d'injustice qui est très relié à la colère que je vois chez presque toutes les personnes que je rencontre. Une autre émotion que l'on vit beaucoup, c'est la culpabilité. À plusieurs égards. Culpabilité de faire vivre aux autres quelque chose qu'ils n'ont pas choisi et qui les affecte pas. Leur faire vivre ces choses-là sous différentes formes. On se sent moins bien, on est moins actif, alors les autres ne peuvent plus faire les mêmes choses avec nous. Je en parlais tout à l'heure, le conjoint, la conjointe, le partenaire qui doit prendre les bouchées doubles pour les choses du quotidien. C'est très rare que ça fait plaisir à la personne qui est en douleur, qui doit laisser un peu. J'ai à peu près jamais entendu quelqu'un qui dit, sais-tu, moi, ça fait mon affaire que ce soit l'autre qui le fasse. Au contraire, la personne en douleur voudrait tellement faire même plus que l'autre pour lui donner une petite pause, lui donner un moment de répit. Même chose pour les collègues au travail, qui, quand on s'absente parce qu'on a une crise, parce qu'on a un rendez-vous chez le médecin, parce qu'on a subi une intervention qui nécessite un certain temps de repos ou à tout le moins être à l'extérieur du travail, les collègues du travail qui doivent en faire plus, qui doivent prendre des dossiers, ça aussi, ça génère ce sentiment de culpabilité. Alors, la culpabilité qui est présente chez plusieurs personnes et qui est souvent aussi associée à la honte. La honte de ne plus être aussi productif dans la société qu'on pouvait l'être avant. On a chacun nos rôles dans la vie. On a le rôle de père, de mère, le rôle de pourvoyeur financier, le rôle de frère, de sœur, tous ces rôles-là. On a des rôles dans la société comme bénévole, comme accompagnateur, comme personne qui contribue aussi à l'avancement à travers notre travail. Quand un ou certains de ces rôles-là sont pour un certain temps mis sur la glace, ou parfois carrément abandonnés, il y a bien des gens qui me disent, moi, j'ai plus cette impression-là que je contribue. Et au contraire, j'ai l'impression d'être devenu un fardeau pour la société. Et ça entraîne beaucoup de honte chez plusieurs personnes. Alors, on va aussi en parler. Ces émotions-là, comme je le disais tout à l'heure, elles sont tout à fait légitimes. On peut très bien comprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne contribue plus de la même façon à la société que nécessairement cette personne-là ne contribue plus du tout à la société. Qu'on parle d'une société plus large ou d'une mini-société comme une cellule familiale. Ce que l'on voit très souvent, c'est la peur. Parfois, la peur arrive au début, parfois ça arrive à la fin, parfois ça arrive, et tout ça n'a pas nécessairement cet ordre chronologique-là, bien que parfois ça peut suivre ça, et parfois tout arrive en même temps aussi. Mais on se met à avoir peur. On ne sait pas ce qui nous arrive. Les médecins, les spécialistes que l'on rencontre tentent de nous aider au meilleur des connaissances de la science, mais la science a aussi des limites. Alors, on est en droit de se dire, j'ai 35 ans, je marche avec une canne, il va m'arriver quoi à 52 ans? Je vais marcher comment? Je vais être rendu où? Si je prends tel type de médicament maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Est-ce que mon corps va réagir? J'en ai peut-être encore pour 40 ans à prendre ces médicaments-là. Il y a toutes sortes de pensées qui nous viennent en tête et qui font en sorte qu'on a peur. Il y a des gens qui ont peur de bouger. On va en parler tout à l'heure. Peur de bouger parce que quand ils bougent, leur douleur devient plus grande. Alors, la réponse la plus naturelle que l'on a souvent, c'est d'arrêter de bouger. Même si on sait maintenant, les études scientifiques et les observations cliniques nous le prouvent dans toutes les directions, qu'à partir du moment où on arrête de bouger, les choses s'empirent. Mais on va voir tout à l'heure comment bouger, ce qui est un élément extrêmement important et qui permet de venir contrer la peur. La peur qui est donc un élément très intimement lié à l'anxiété. Donc l'anxiété qui est cette émotion reliée à la peur, ce sont ces craintes, c'est cet état physique et psychologique qui fait qu'on vit souvent
en hyper-vigilance. On devient, les gens vont sursauter, les gens vont prendre le métro, vont prendre l'autobus, et puis si c'est une douleur à l'épaule et au bras, ils sont constamment en train de vérifier pour s'assurer que personne ne vienne toucher au bras et à l'épaule. Le festival de jazz, festival juste pour rire, les foules, tous ces festivals à travers la province, on y va de moins en moins ou on n'y va pas du tout, parce qu'on a peur d'être bougé, d'être bousculé, d'être coincé, et que physiquement on soit plus en mesure de pouvoir se sauver. Alors l'anxiété est quelque chose de très 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 présent, et la douleur se nourrit de quelqu'un qui souffre d'anxiété ou qui a des éléments anxieux, que ce soit un corps qui soit physiquement anxieux, donc qui est très tendu, qui est stressé, ou que ce soit un moral, un esprit, peu importe comment on appelle ça, là, où ses peurs, ses inquiétudes, ses craintes soient à peu près, pas toujours présents, mais souvent très, très présents, eh bien, la douleur va devenir souvent plus intense et plus réfractaire au traitement à cause de cet état d'anxiété. Anxiété qui est aussi en lien avec une forme de pensée qu'on appelle une pensée catastrophique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses deviennent tellement sombres autour de nous et on y voit plus clair qu'on a parfois tendance à voir que le pire, à voir que le noir, à voir que les choses qui sont moins bonnes, qui sont peut-être plus négatives autour de nous, en oubliant toutes les autres choses qui restent présentes. Et on voit ces éléments négatifs-là et on se sent impuissant. On n'a pas l'impression qu'on peut agir, qu'on peut faire quoi que ce soit. Et c'est un piège dans notre façon de penser qui a des répercussions très, très grandes, très, très importantes, non seulement sur la douleur elle-même, mais sur nos capacités physiques, sur notre capacité physiquement à reprendre le dessus et aussi sur notre bien-être émotionnel. Et bon, dans le fond de la courbe, ce qui se passe très, très souvent, c'est la déprime qui s'installe. On est de plus en plus triste, on est découragé, parfois on est désespéré, on ne sait plus quoi faire. Il y a même parfois des gens qui pensent à carrément en finir, qui se disent que pour eux, leur vie a plus de sens ou a un sens qu'ils ont pas réussi à définir. Et le découragement est tel, et l'impuissance et le désespoir qui se disent, moi, je pense que mon tour sur la terre est fini. Des gens qui ont des idées suicidaires en douleur, j'en rencontre à chaque semaine. C'est extrêmement présent. Des gens qui ont des plans, c'est un peu moins présent, mais c'est aussi très présent. Et il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui se disent, moi, je suis juste plus capable. À cause de la douleur et à cause de tous les autres impacts de la douleur. Alors, ces idées suicidaires, cet état-là, nous, on en parle, évidemment, et il faut en parler. En parler ne provoque pas les choses de façon négative. En parler permet aux gens, justement, d'évacuer certaines intensités émotionnelles. Permet surtout de trouver des solutions. Et on va y revenir tout à l'heure. Alors, quand tout ça s'installe, qu'on s'est isolé ou volontairement ou pas, il y a des gens qui vivent dans le sous-sol, à la noirceur, qu'ils ont élu domicile au sous-sol pour être sûr d'être le plus loin possible d'une activité sociale vivante. Quand on n'a plus la même capacité à penser, quand le sommeil fait en sorte qu'on est à ce point fatigué, qu'on se met à être découragé, quand on n'a plus d'espoir, quand on est déçu, quand on a des attentes déçues, on s'attendait en allant voir tel professionnel de la santé que les choses s'amélioreraient. Puis ça fait 10 de suite qu'on voit, puis que les choses s'améliorent pas. Les accumulations de déceptions font en sorte qu'à un moment donné, humainement, on a beaucoup de difficultés à remonter. Alors c'est pour ça que très souvent, quand on vit cette montagne-là, ajouter à ces émotions-là le fait que physiquement, là, on a mal. La douleur est aussi un problème physique et émotionnel parce que c'est une perception, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est loin d'être un problème imaginaire, c'est un problème qui est tout à fait réel. Alors quand physiquement, on a mal et qu'on vit ces émotions et tous les deuils reliés à la vie bouleversée, l'autre section d'avant dont je parlais, il n'est pas rare que les gens soient à différentes intensités déprimés. C'est aussi quelque chose que l'on voit à peu près à tous les jours de nos cliniques.
Alors, toutes ces émotions-là, elles existent, elles ont une raison d'être, elles ont le droit aussi d'être présentes, d'exister. Mais on a un problème. On a un problème quand ces émotions-là persistent. Quand elles persistent dans le temps, quand elles se maintiennent dans le temps, quand elles nous empêchent d'avancer, quand elles sont devenues un obstacle à notre mieux-être, à notre bien-être, un obstacle aux traitements qui nous sont proposés, un obstacle à notre marche du matin qu'on a toujours fait, puis là qu'on ne fait plus parce que on n'a plus l'énergie physique et mentale de se lever. Parce que quand on va marcher, il est possible que nos voisins nous voient, que les gens sur la rue nous voient, et que les gens disent, ben voyons donc, il n'est pas encore retourné au travail. Il me semble que ça commence à faire longtemps. Ah, tiens donc, il est rendu avec une canne. Ça ne doit pas vraiment aller. Les gens peuvent se dire toutes sortes de choses, ou on peut imaginer que les gens peuvent se dire aussi toutes sortes de choses. Alors, ça nous tente moins de sortir, d'aller prendre notre marche, d'être exposés à certains commentaires qui parfois sont dits et qui d'autres fois sont peut-être pensés ou qui parfois sont imaginés par nous. On ne se sent pas bien. Puis quand on ne se sent pas bien, ben l'estime de soi est souvent très, très bas et la confiance qu'on a en nous-mêmes aussi est souvent très, très bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand tout ça s'installe? C'est un autre défi. Le défi de la douleur, c'est aussi le défi des émotions de la douleur. Mais dans le mot défi, il y a le mot possibilité. Très souvent, la douleur et ses émotions sont vues comme une menace à notre bien-être, une menace à notre équilibre, une menace à l'harmonie qu'on peut avoir. Quand on réussit à transformer toutes ces menaces-là en défis, déjà en partant, le message qu'on est en train de se lancer, c'est que c'est possible. Il y a quelque chose qui est possible d'être fait. On peut se remonter les manches et la plupart des gens que j'ai rencontrés qui souffrent de problèmes de douleur sont des gens qui se remontent les manches et qui essaient, parfois avec plein de ressources, d'autres fois avec peu de ressources, de relever ces défis-là. Alors, relever le défi, c'est ajouter à ce que vous avez déjà, à ce que les personnes en douleur ont déjà comme bagage, comme ressources pour se lever tous les matins, d'ajouter certains outils qui vont faire en sorte que ce travail-là va peut-être se faire plus facilement, plus simplement, ou à tout le moins, on va savoir dans quelle direction aller. Un des éléments qui est extrêmement important et que je discute toujours avec les gens que je rencontre, c'est cette petite phrase qui dit « Il faut devenir l'expert de sa douleur et de soi-même ». Les experts de la douleur d'une personne sont pas le psychologue, le médecin, le physio ou l'ergo. Ce sont pas les professionnels de la santé autour. L'expert de la douleur et de soi-même, c'est la personne elle-même. Nous, on est des guides. On a des connaissances et on partage ces connaissances-là, que ce soit avec la prescription de médicaments qu'on pense être appropriés, avec certaines interventions médicales, certaines chirurgies quand c'est nécessaire, certains exercices physiques, certains mouvements, des étirements, du travail au niveau psychologique. Nous, on guide, on accompagne, on fait un bout de chemin avec vous. Mais la personne la mieux placée pour faire ce bout de chemin-là, c'est la personne qui est en douleur. Et juste ça, pour plusieurs personnes, c'est une espèce de révélation. Il y a des gens qui ne pensent pas que ce sont eux qui sont les experts de leur douleur. Il y a des gens qui se disent, moi, c'est mon médecin, il me connaît bien, il connaît ma douleur, et il n'y a que lui qui peut m'aider. Ah, c'est vrai que le médecin peut aider, il est une partie évidemment essentielle d'un travail en douleur. Mais au-delà de cette personne-là, il y a nous. Il y a nous autant pour notre douleur, parce que c'est nous qui vivons avec cette douleur-là 24/24, mais avec soi-même, avec nos émotions. Et on a tout intérêt, pas toujours parce que ça devient lourd, mais on a tout intérêt, une fois de temps en temps, à prendre notre pouls émotionnel. On va prendre notre pouls
pour être sûr qu'on a un battement régulier de notre cœur ou qui ne bat pas de façon trop élevée ou trop lente. Pourquoi ne pas faire la même chose avec nos émotions? S'arrêter puis se dire, moi en ce moment, aujourd'hui, je me sens comment? Qu'est-ce que je vis? Et c'est peut-être pas le genre de questions qu'on se pose à tous les jours, puis c'est bien correct qu'on se les pose pas à tous les jours, mais une fois de temps en temps, ça vaut drôlement la peine. Parce que plus on est en mesure de savoir comment on se sent, plus on va avoir d'emprise sur nous-mêmes, plus on va être en mesure de savoir quel chemin, quelle direction prendre pour pouvoir s'aider. D'où l'importance d'être l'expert de soi-même. Avant d'aller plus loin, il y a 2 mots que je mets en opposition et en lien ici, qui sont les mots adaptation et acceptation. Moi, je parle d'adaptation quand je parle d'un traitement, d'un plan de traitement, de ressources, de façon de gérer la douleur. L'adaptation à la douleur, c'est de pouvoir utiliser ce qui existe pour faire face à la douleur et aux limites qui ont été imposées, aux bouleversements, comme on en parlait tout à l'heure. C'est aussi de vivre le quotidien, notre quotidien, d'une façon la plus normale, la plus satisfaisante possible par rapport à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire, ici, de vivre la vie qu'on vivait avant que la douleur s'installe. Ça veut dire de vivre et de retrouver une vie qui va nous convenir avec ces nouvelles informations qui font partie maintenant de notre vie. Et s'adapter, ça ne demande pas nécessairement d'accepter ce que pour plusieurs personnes est inacceptable. Quelqu'un qui souffre d'un problème de douleur, peu importe la raison, que ce soit parce qu'un beau matin, la personne s'est levée avec un mal de dos qui est jamais parti, que ce soit suite à une chute, à un accident de voiture, à une maladie. Il y a des gens pour qui cette douleur-là a fait le chaos dans leur vie, est venu tout changer, les plans, les projets qu'ils avaient envisagés. Et il y a des gens pour qui ça ne sera jamais acceptable. Puis c'est bien correct comme ça. On n'a pas à accepter ce qui pour nous ne l'est pas. Par contre, on a drôlement intérêt à s'adapter, par exemple. Et s'adapter ne veut pas dire accepter. S'adapter ne veut pas dire se résigner, être obligé de. S'adapter, ça veut dire devenir flexible. Non seulement avoir une flexibilité physique, ce que la plupart d'entre vous et des personnes en douleur vont travailler avec des exercices, mais avoir une flexibilité mentale, une flexibilité psychologique. C'est quand on a cette flexibilité-là dans tous les domaines de notre vie, qu'on ait de la douleur ou qu'on n'en ait pas, qu'on réussit à passer à travers les situations qui nous sont tout un défi, les situations qui sont difficiles. Certaines personnes qui m'ont dit être en mesure d'accepter, qu'ils ont fait d'une certaine façon la paix avec cette douleur-là qui est présente chez eux. Parfait. Il y a des gens qui ont des croyances religieuses, qui ont des croyances spirituelles, et peu importe le type de croyance qu'on a. Et il y a des gens qui arrivent à vivre ça, et tant mieux. Mais ces gens qui arrivent à accepter sont aussi des personnes qui ont été en mesure de s'adapter, d'adapter leur quotidien, d'adapter leur corps, d'adapter leur environnement à cette douleur-là. Alors voilà pour cette grande parenthèse entre adaptation et acceptation. Mais quand moi je travaille avec les gens et ce dont je vous parle aussi aujourd'hui, c'est vraiment focalisé, axé sur l'adaptation. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui un jour fait en sorte que j'ai de la douleur. C'est, comme je le disais, de la nouvelle information. Mon corps a cet aspect-là qui est différent. Est-ce que ça va partir? Peut-être. Est-ce que ça va rester? Peut-être. Parfois, on a une idée plus précise. Parfois, on ne sait pas. Certainement que la science a des poussées, des avancées extrêmement prometteuses pour soulager la douleur, et on souhaite soulager toutes les formes de douleur. Il y a énormément d'initiatives qui sont mises en jeu pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passera plus tard? On ne sait pas. Mais on sait ce qui se passe aujourd'hui. On sait ce qui se passe maintenant. Et c'est sur le ici et maintenant
qu'on a tout intérêt à travailler. Travailler pour favoriser un bon moral. La première des choses, des étapes qu'on a à faire, c'est d'évaluer comment on pense. Et ça non plus, autant souvent, on n'a pas l'habitude de prendre le pouls de nos émotions puis d'aller voir comment on se sent dans certaines situations ou parfois même à la maison au repos. On n'a pas non plus l'habitude d'évaluer qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Nos pensées, c'est notre attitude. C'est notre façon d'évaluer, de voir les choses. On va y revenir à ça dans un petit instant. Évaluer la manière de penser, c'est de se demander, est-ce que je porte mon attention sur qui je suis ou sur ce que je peux faire ou sur ce que je ne peux plus faire? Il y a des gens qui vont baser l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes sur leur capacité à produire, à faire des choses. Ah, que j'étais actif avant, je faisais ci, je faisais ça. J'étais une bonne personne avant, aujourd'hui, je suis plus aussi active. Est-ce que je suis une moins bonne personne qu'avant? Est-ce que j'ai tendance à focaliser sur ce que je ne peux plus faire ou sur qui je suis? Je suis plus un bon parent parce que je peux plus jouer au hockey avec mes enfants. Est-ce que ça se peut que vous soyez encore là pour les aimer, pour les encadrer, pour structurer, pour écouter, pour accompagner, pour guider? Ça, ce sont des mots qui font référence à qui on est comme être humain, comme individu, et non pas à ce que l'on fait, nécessairement. Évaluer notre façon de penser nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire en sorte que la douleur et que nos émotions deviennent un défi. Et pour plusieurs personnes, c'est le défi de toute une vie, et c'est le défi d'une vie. C'est-à-dire, c'est le plus gros défi qu'ils auront à surmonter. Et pour certaines personnes, ben ça va se maintenir dans le temps. Pour d'autres personnes, la période est plus courte. D'évaluer sa façon de penser, ça permet d'augmenter le contrôle qu'on a sur soi-même. Très, très, très souvent, j'entends les gens qui souffrent de douleur qui me disent « Moi, je ne me reconnais plus. Je sais plus où je suis rendue, je sais plus trop je suis qui non plus. Et j'ai l'impression que j'ai plus de contrôle. J'ai plus de contrôle sur parfois mes paroles parce que je suis à ce point fatiguée ou la médication a ce point d'impact sur moi que parfois je dis des choses puis je me rends pas vraiment compte de la portée de ce que j'ai dit. Et parfois je fais des gestes aussi ou des actions ou parfois je lis puis je me rappelais plus ce que j'ai lu et je dois lire. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, j'ai loué un film, puis la semaine d'après, je suis retournée me louer le même film, puis ma femme m'a dit, ben voyons chérie, on l'a écouté la semaine passée, et que la personne n'avait plus, je vois des gens qui font oui, la personne n'avait plus aucun souvenir, ou très vaguement, peut-être en reparlant que c'est vrai, on avait loué ce film-là. Les gens ont l'impression qu'ils ont perdu ce contrôle-là sur eux-mêmes. Alors de réévaluer, de regarder ce qui se passe dans notre attitude permet de reprendre ce contrôle-là. Et ça permet surtout de retrouver le goût de vivre que plusieurs personnes ont perdu, parfois pour de courtes périodes, d'autres fois sur de longues périodes. Comment on fait pour changer l'émotion? On va aller regarder nos pensées. On va aller regarder justement cette façon-là de voir et d'interpréter. J'ai utilisé en exemple 3 émotions qu'on voit très, très souvent chez les gens en douleur. J'en parlais tout à l'heure. Le premier, c'est la colère. Et avec ce que je mentionnais tout à l'heure, cette fameuse question que probablement tout le monde, ou en tout cas un fort pourcentage des gens, s'est déjà posé au moins une fois. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et c'est injuste. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et la première des choses que je devrais dire même avant, c'est d'établir si je suis en colère ou pas. Ça ne veut pas dire est-ce que j'ai raison d'être en colère ou pas. Très, très, très souvent, on a raison d'être en colère. Mais de se rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que le problème survient quand je suis toujours en colère. Il y a des gens qui sont enragés. Il y a des gens qui viennent me voir et physiquement et dans leur voix, dans leur bouche, dans la tension de la mâchoire, quand ils commencent à me parler de leur douleur ou de ce qui est à l'origine de la douleur, on n'a même pas besoin de parler la même langue.
que je vois à quel point cette colère-là est présente. Alors, la première des choses, c'est de reconnaître qu'on est en colère, ce qui est peut-être pas toujours évident. La deuxième des choses, c'est d'aller voir comment ça se fait que je suis en colère. Pourquoi est-ce que j'ai cette colère-là? Et la troisième chose, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Avez-vous déjà eu une réponse à cette question-là? Ben, il n'y en a pas de réponse à cette question-là. On aura beau se la poser à tous les jours de notre vie. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi aux voisins? Pourquoi pas à telle autre personne? Donc, je vais défier l'attitude. C'est vrai que c'est injuste. C'est vrai que c'est injuste quand la douleur s'installe puis qu'elle vient chambouler toute notre vie. Je vais pas dire que c'est juste, je vais pas changer les choses pour autant. Modifier, évaluer sa pensée, ça ne veut pas dire de penser de façon optimiste et de voir toute la vie en rose. C'est de penser de façon réaliste, de revoir les choses par rapport à ce qu'elles sont réellement dans la réalité. Et de se dire, oui, je suis en colère, mais quand je suis en colère, j'ai observé que ma douleur est plus intense parce que mon corps est hyper tendu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux transformer ma colère pour qu'elle devienne saine, qu'elle devienne un moteur qui me propulse, qui me permette d'avancer, de continuer vers les objectifs de vie que j'ai mis en place, parce que ça aussi, c'est important. Le découragement. Quand le découragement s'installe, quand on a l'impression qu'il n'y a plus de lumière au bout du tunnel, qu'on a tout essayé, qu'on ne sait plus quoi faire, on a à se dire, est-ce que j'ai vraiment tout essayé? Et là, je peux faire des listes. Je peux prendre mon papier puis mon crayon puis me dire, OK, voici ce que j'ai essayé. Comment je l'ai essayé? Dans quel contexte j'ai essayé? Et j'étais, moi, dans quel état quand j'ai essayé? Des gens qui me disent, oui, j'ai fait tel type d'exercice, mais à ce moment-là, la douleur était à 10 sur 10, alors qu'aujourd'hui, elle est peut-être rendue à 7. Peut-être qu'on pourrait reprendre certains de ces exercices-là. Qu'est-ce que je peux faire, encore une fois, pour m'aider, pour m'encourager, pour retrouver de l'espoir? Est-ce que je peux m'entourer de certaines personnes? Est-ce que je peux trouver quelque chose à quoi m'accrocher? Une passion, un intérêt, quelque chose que j'ai perdu ou que j'aimerais ajouter? Je me mets en recherche solution. Dans la vie, il y a plein de problèmes. Mais on dit souvent, à chaque problème, sa solution. Parfois, les problèmes sont tout petits et les solutions sont toutes petites. Parfois, les problèmes sont très, très grands et les solutions se doivent aussi d'être plus grandes, plus complexes. Mais de garder cet élément-là en tête nous permet de nous sortir du découragement. Et maintenant, de la peur, avec les phrases dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui va m'arriver plus tard, comme par exemple, c'est vrai, je sais pas ce qui va m'arriver plus tard. Est-ce que mon corps va toffer la ronde, comme on dit? Est-ce que mon corps va me permettre? Mais ce qui se passe plus tard, ça se passe plus tard. Il y a aujourd'hui. Il y a aujourd'hui et il y a l'énergie que je perds aujourd'hui à penser à plus tard. Et cette énergie-là pourrait être investie à peut-être prévenir pour plus tard. Ou tout simplement investie pour maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelle est ma zone de confort? Quelle est ma zone où le happy medium, l'endroit où je peux me sentir bien sans que ma douleur devienne intolérable? Parce que rien faire, c'est comme en faire trop ou faire les choses d'une mauvaise façon. Alors, quand j'ai peur, et la dernière phrase est extrêmement importante, être dans l'action confronte les peurs. Quand j'ai peur, je me mets dans l'action. Si je me mets à éviter, si je me mets à sortir d'une situation et à me dire, moi, je peux plus aller là parce que ça augmente ma douleur, ou là, je suis en train de conforter ma peur, je suis en train d'alimenter ma peur. Rester dans l'action, qui est notre deuxième point quand on veut travailler les émotions. Alors, on vient de passer à travers quelque chose qui parfois peut prendre 1 heure, 6 mois, 2 ans, le travail sur les émotions. Il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner à travailler sur les émotions. Il y a des lectures qui peuvent vous aider. Et il y a surtout vous-même qui êtes en mesure ou qui pouvez être en mesure de faire ce travail-là. Et l'autre partie, c'est être dans l'action. Se garder occupé. Aller et venir à des réunions, à des conférences comme il se passe aujourd'hui. Se fixer des buts. Souvent, je rencontre des gens qui me disent, moi, ma vie s'est arrêtée telle date. Là, je suis en attente. Je suis comme entre deux. Est-ce qu'on peut reprendre? Oui, on peut reprendre en se fixant des objectifs
qui sont réalistes, qui conviennent à notre corps, à nos capacités, pas juste à nos limites. Tout à l'heure, je parlais de limites, mais on transfère le mot limite pour mot capacité. On n'a plus les mêmes capacités qu'avant, mais on a encore des capacités. Alors, comment organiser notre vie, notre quotidien, pour avoir ces buts en fonction de nos capacités et autres éléments qui, pour nous, les psychologues, est tellement important, mais qui, pour tout être humain, est un besoin primaire de base, avoir du plaisir, avoir du fun dans la vie. Et c'est encore possible, même si on a de la douleur. Si on les achète jamais, les billets pour aller voir l'humoriste qui nous fait tant rire, c'est sûr qu'on n'ira jamais le voir. Mais si on a les billets, puis qu'on a appris à gérer notre énergie, puis que la semaine avant, peut-être qu'on fait pas du jardinage toute la semaine et qu'on organise notre semaine autrement, ça se peut très bien qu'on puisse être en mesure ce soir-là d'y aller. De se lever, de sortir, de s'étirer peut-être, mais on sera là, puis on va rire, puis on va avoir du plaisir. Le plaisir, ça nécessite pas nécessairement de dépenser financièrement. Le plaisir, ça peut être de rencontrer quelqu'un, de voir les oiseaux, de regarder des enfants dans un parc. C'est illimité, le plaisir. Mais ce qui est illimité, c'est le besoin, en fait, d'avoir du plaisir régulièrement dans notre quotidien. Et tout ça, c'est se distraire. Et la distraction, c'est un puissant analgésique. Ça ne veut pas dire que la douleur est imaginaire quand on se distrait puis qu'on a moins mal. Ça veut dire que humainement, pour tout le monde, quand notre attention est captivée par quelque chose qui nous fait du bien, qui est agréable, très souvent, les choses qui le sont moins deviennent plus secondaires. On réorganise nos valeurs. Si le travail arrive en tête de liste, puis qu'on n'a plus les mêmes capacités pour travailler, on a peut-être intérêt à le repositionner dans notre pyramide des valeurs. Alors, on peut regarder tous ces éléments-là et voir qu'est-ce que je mets où? Qu'est-ce que je mets où aujourd'hui? Avant, c'était organisé autrement, puis c'était bien correct comme ça. Mais avant, c'était avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comment je réorganise mes affaires? Comment je réorganise les ancrages dans ma vie, les fondations de qui je suis comme être humain, comme individu? Et ça vaut drôlement la peine de regarder ça pour cet élément-là, pour se garder en équilibre, pour maintenir l'équilibre. Et vous remarquerez sur ce diagramme-là que la douleur, elle n'est pas au centre. Qu'est-ce qui est au centre? C'est la personne elle-même. C'est le moi. Moi. On a le droit ici d'être le centre de nous-mêmes. Il faut surtout être le centre de nous-mêmes. Et la douleur, elle est là. C'est un aspect de notre vie, mais elle est en circonférence de qui on est. Quand on a de la douleur, on n'est pas un bobo. On a un problème de douleur. Et avoir un problème de douleur est extrêmement différent d'être un problème de douleur. Alors ça nous permet de maintenir l'équilibre et c'est ce qui nous permet de fonctionner, d'avancer. C'est ce qui nous permet de remonter la courbe qui souvent on descend en première phase. On la remonte de différentes façons avec tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier point et je vais finir sur ça. Le dernier point qui est le lâcher prise. Il y a des gens qui me disent, moi, je vais me battre toute ma vie. Et dans le mot « battre », je leur dis, allez-vous vous battre contre la douleur ou allez-vous vous battre avec la douleur? Et c'est une petite subtilité de mots, mais qui a une grande signification. Je suis aussi bien, tant qu'à avoir la douleur, de prendre toutes mes forces pour me battre avec cette douleur-là. Ça ne veut pas dire de l'accepter, ça ne veut pas dire de rien faire pour la diminuer. Ça veut dire de s'assurer qu'on n'essaie pas de nier cette douleur-là ou de faire en sorte qu'elle n'existe plus ou de faire en sorte qu'on ne veuille plus qu'elle existe pour pouvoir nous exister. Ça veut dire de continuer à aller de l'avant. Et lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise, c'est surtout pas abandonner et se résigner. Quand on est pris dans une rivière entre deux courants et qu'on veut remonter à la surface, si on devient hyper stressé puis qu'on essaie de toutes nos forces, on risque de rester dans cette veine de la rivière-là. Qu'est-ce qui fait qu'on remonte à la surface? C'est à peu près instantané quand on lâche prise, quand on relâche tout notre corps et notre attitude, et là, le courant fait en sorte qu'on va être projeté à l'extérieur. Ça ressemble à ça en douleur. Lâcher prise,
On n'aura pas le temps aujourd'hui de le regarder, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important à ajouter dans notre coffre à outils, c'est faire de la relaxation. Dans relaxation, j'entends tai chi, méditation, yoga, hypnose, auto-hypnose, tout ce qui permet ce lâcher-prise-là, tout ce qui permet de reprendre le contrôle sur notre corps et sur notre tête, sur notre esprit. Il n'y a rien de magique dans ça. Il y a rien, c'est très mystérieux, mais il n'y a rien de magique et c'est scientifiquement appuyé aujourd'hui, sans aucun doute, que quand on applique ces techniques, ne serait-ce que la respiration abdominale, apprendre à respirer de façon calme et relaxante est déjà un élément qui, pour la plupart des gens avec qui je le fais, réussit à soulager une partie de leur douleur, soulager leur corps et surtout leur donner un moment où ils sont plus en train de se battre contre, mais qu'ils ont vraiment réussi à lâcher, à faire ce lâcher-prise-là. Alors, d'avoir cette possibilité, cette capacité d'inclure cet élément-là dans votre coffre à outils, c'est justement un outil qui est extrêmement bénéfique, qui ne guérit pas la douleur, qui n'est pas magique, parce que parfois on peut entendre toutes sortes de choses sur ce type de technique-là, mais qui fonctionne très, très bien quand on le fait correctement ou quand on est accompagné par des gens qui savent le faire correctement. Alors voilà, je suis désolée d'avoir accéléré à la fin, mais je voulais au moins me rendre jusqu'à la fin. Et donc, en résumé, quand on veut travailler sur nos émotions, on regarde ce qui se passe au niveau de notre attitude, non pas qu'elle est mauvaise, mais on essaie de la réévaluer pour s'assurer qu'elle nous amène là où on veut. Et là où on veut, on s'assure d'être dans l'action, de ne pas se trouver dans ce moment où on est en attente et ce moment où on attend après les autres ou on attend après soi-même. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci de votre attention.